Allez, c'est parti. Est-ce que vous entendez bien vos micros? Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, Élise Jacot, avocate au sein du cabinet Fidal. Et je suis ravie surtout d'accueillir Joran Chambol, qui va être notre intervenant conférencier sur un thème à enjeu majeur qui est comment repenser l'assurance aujourd'hui. On l'a vu ce matin, le dérèglement climatique est une réalité. Bonjour madame, installez-vous. Il impacte nos biens, nos territoires, nos modèles économiques et nos vies. Moi, la semaine dernière, j'avoue que ça a été une semaine assez difficile. On se pose la question donc de comment repenser cette assurance, réfléchir à une logique d'anticipation plutôt qu'une logique de réaction. Moi, j'ai dans mon activité en construction constaté qu'on est toujours sur un sinistre, une indemnisation. J'ai été, une anecdote, en début de semaine à Lyon, sur un immeuble où il fait 45 degrés dans les bureaux. Et quand on regarde les documents de conception, on est sur des températures calculées pour 27 degrés à l'intérieur, 32 à l'extérieur. Donc c'est une chose qui est aujourd'hui plus une réalité. Et donc on en a parlé ce matin. Il y a une question, c'est comment repenser les documents de conception des bâtiments. Cela étant, comme va l'exposer Joran, l'assurance est, pardon, excuse-moi, Joran, l'assurance est un élément de la valeur de l'immeuble. Je te prie de bien vouloir commencer ton exposé. Je me permettrai de te poser des questions le cas échéant. Et si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Merci. Allô. Merci Élise. Bonjour à tous. Merci d'être les courageux qui viennent parler d'assurance pendant 1 heure. Cette matière incroyable qui fait rêver à peu près personne, mais qui pour autant a une valeur importante, puisqu'on va le voir notamment en immobilier. C'est ce qui permet de donner la valeur à son bien. En tout cas, c'est ce qui permet de faire en sorte que son bien ne vale pas zéro. Avant de rentrer dans la matière, c'est dans l'autre sens. Ok. Avant de rentrer dans la matière, à mon sens, il faut se poser la question. En fait, il ne faut pas parler de l'assurance, mais il faut d'abord repenser son rapport au risque. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait cette conférence? Pourquoi aujourd'hui, en tout cas, ça a du sens de faire cette conférence là où, de manière très objective, je pense qu'il y a 10, 20, 50 ans, elle n'aurait eu aucun sens et il y aurait eu même eu complètement personne dans cette salle. Tout simplement parce qu'il faut accepter, alors on peut se dire que c'est bien, on peut se dire que c'est pas bien, c'est pas le sujet, il faut accepter que le monde dans lequel on vit et dans lequel on va vivre demain, et encore pire demain, et après-demain matin, eh ben, va être un monde de plus en plus risqué. D'autant plus que on vit dans un pays, alors, au niveau de l'Occident, au niveau de l'Union européenne et encore plus au niveau de la France, dans un pays où on a réussi à peu près depuis l'après-guerre, depuis les années 45-50, on a réussi à rendre la notion de risque quasiment nulle. Si on y réfléchit un tout petit peu, si on prend un petit peu de hauteur, tout ce qui a fait peur à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, a été réduit quasiment à néant. Grosso modo, on a une armée qui possède l'arme atomique qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de vous attaquer. Quand vous achetez un bien, vous avez un système de cadastre, un système notarial qui fait que vous ne serez pas dépossédé. On vous dit bien que c'est chez vous et vous avez ce droit de propriété qui est garanti. Quand vous épargnez, l'État vous garantit votre épargne jusqu'à 100 000 euros par établissement bancaire. En général, vous empruntez à taux fixe. Lorsque vous êtes malade, vous avez l'assurance maladie. Lorsque vous perdez votre travail, vous avez l'assurance chômage. Bref, vous avez compris où je veux en venir. On a fait en sorte que le risque n'existe quasiment plus. Et dans ce monde où le risque n'existe quasiment plus, alors on pouvait bénéficier, jouir pleinement de tous les bienfaits d'une mondialisation heureuse, dans lesquelles l'économie fonctionnait à plein, dans lequel la croissance gommait à peu près toutes les problématiques et permettait d'aller de l'avant. Et à mon sens, dans ce monde-là, le principal risque, c'était celui de ne pas en prendre. Le problème, c'est que tout ça, c'est un petit peu moins vrai. Dans un contexte de changement climatique, on en a longuement parlé ce matin, qui change un petit peu les règles du jeu, on va y revenir. Dans un contexte de perte de biodiversité, dans un contexte notamment de raréfaction des matières premières, c'est Jean Covici qui dit souvent comment imaginer une croissance infinie dans un monde fini. Eh bien, dans tout ce monde-là, vous rajoutez là-dessus des appétits géopolitiques qui se complexifient, qui se durcissent, et vous arrivez dans un monde où le risque, avec un grand R, devient de plus en plus important et où la notion de gérer son risque devient primordiale.
C'est pour ça que je vous ai remis ici cette petite matrice de risque, un peu bateau, mais qui en dit long, hein. Dans l'employeur chez qui je travaille, chez BC, on est courtier en assurance. Notre métier, c'est de piloter, c'est de concevoir et de piloter des polices d'assurance pour nos clients grands industriels. On passe notre temps à essayer de piloter du mieux possible cette matrice. Cette matrice, hein, assez simpliste, hein, vous avez l'intensité d'un risque en abscisse et en ordonnée, sa probabilité, sa fréquence. Tant que vous êtes dans le premier carré ici, c'est quelque chose qui est gérable. Autrement dit, si on vous casse votre téléphone, c'est quelque chose qui a de grandes chances d'arriver. Bon, vous allez réussir à vivre avec. À l'inverse, une centrale nucléaire qui explose, ça ferait beaucoup de dégâts, mais la probabilité que ça arrive est extrêmement faible et donc vous arrivez à vivre avec. Et l'assurance vous permet du mieux possible d'être dans ce petit triangle-là. Le problème, c'est que le changement climatique induit une distorsion de ce triangle. Il induit une augmentation de la probabilité de survenance des risques extrêmes, mais également une augmentation de l'intensité de ces risques-là. Et qui fait que du coup, eh bien, on est dans une situation beaucoup plus risquée. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on essaye d'y faire face? La gestion de risque, quoi que vous soyez manager d'une équipe de foot, directeur d'une centrale nucléaire ou directeur d'une entreprise, c'est toujours les trois mêmes étapes. La première question, c'est de l'identifier. Il faut être conscient des risques qui pèsent sur nous. Il y a plein de gens qui ne sont pas conscients des risques qui pèsent sur eux, notamment dans les entreprises, parce que ça a toujours été comme ça. Parce que ça fait 50 ans que c'est comme ça, que quand je m'appelle Stellantis, finalement je me dis que ça vaut le coup d'aller faire mes boulons à 5000 km de chez moi parce qu'ils valent 1 centime moins cher. Oui, mais ça fonctionne bien dans un monde où on est sûr et certain que les boulons vont arriver, que la logistique va être au rendez-vous. Le jour où cette logistique est un petit peu mise à mal, eh bien, le fait d'économiser 1 centime sur un boulon a beaucoup moins de sens. Donc la première question, on va le voir, et c'est comme ça que la présentation est construite, ça va être de se poser la question de quels sont les risques qui pèsent sur moi. Une fois qu'on les a identifiés, la deuxième chose à faire, c'est de les réduire. Il y a plein de solutions technologiques, il y a plein de manières de faire pour essayer de réduire son risque. Mais quoi que vous fassiez, aussi fort que vous soyez, vous n'arriverez jamais à réduire le risque à néant. Et c'est là où l'assurance prend tout son sens, c'est là qu'on peut du coup transférer la part résiduelle, ça s'appelle le métier d'assureur. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de cet événement, on parle d'immobilier? Parce qu'on y pense assez rarement. En fait, on voit l'assurance comme une petite charge. J'ai pris ici comme exemple le prix des assurances multirisque habitation. Le travail que vous faites sur la multirisque habitation, vous pouvez faire la même chose sur le dommage, sur la RC. Le procédé et les valeurs sont à peu près les mêmes. Ce qui est intéressant de voir, donc ce qui parle à tout le monde ici a une multirisque habitation, une assurance en moyenne en 2024 ou 2025, je ne sais plus, en moyenne en France, une assurance multirisque habitation, ça valait à peu près 300 € par an. Pour un bien moyen qui valait entre 250 et 300 000 €. Bref, si je prenais seulement les ordres de grandeur, si je fais un mauvais calcul, en investissant tous les ans 0,12% de la valeur de mon bien, autrement dit en acceptant de perdre chaque année 0,12% de mon bien, autrement dit il faudrait 800 ans pour que j'épuise complètement ma capacité, eh bien j'arrive à garantir un bien qui vaut 100% de sa valeur. Autrement dit, et on n'y pense jamais, la charge d'assurance est la charge qui a le plus gros effet de levier sur la valorisation de votre actif. Pourquoi je dis ça? Parce que qui ici, on pourrait faire un sondage à bras levés, qui ici achèterait un bien qui n'est pas assurable? Qui ici serait prêt à mettre toutes ses économies, le fruit de 20 ou 25 ans de travail, dans un bien qui du jour au lendemain peut disparaître et qui de surcroît, s'il n'est pas assurable, a sûrement de bonnes raisons de ne pas l'être, et donc ça veut dire est exposé au risque. Autrement dit, la question de l'assurabilité est primordiale parce que le jour où les assureurs, au-delà même de la question du prix, et on l'a vu il y a 2 ans aux États-Unis, notamment en Californie avec les problématiques d'incendie, le jour où plus personne ne veut vous assurer, et au-delà même d'une question de montant, on est monté sur des primes d'assurance aux États-Unis au-delà de 25 000 $ par an. Le jour où vous allez voir votre assureur et vous lui proposez 30 000 € et qu'il vous dit non mais c'est pas le sujet mon bon monsieur, en fait je veux pas de vous, ce jour-là, potentiellement vous vous retrouvez dans cette situation, celle où votre bien ne vaut plus rien. Exemple de ceux qu'on considère comme étant les premiers réfugiés climatiques de France, l'immeuble Signal, à qui on a dit bon, en fait maintenant il va falloir partir. Alors on a de la chance, on est dans un État qui a dit à ces gens bon ben en fait apparemment vous êtes quelques-uns, on va prendre la collectivité, le public va prendre à sa charge votre déménagement, mais ça marche tant qu'il y en a 10 sur 70 millions. Le jour où ça se généralise, où ça devient systémique, il n'y aura pas d'argent pour le faire pour tout le monde. Et donc dans ce cadre-là, la question de l'assurabilité n'est pas juste une question de coût ou une question de gestion de ces charges,
c'est avant tout une gestion et une question de valorisation de vos actifs. D'où la question à se poser de comment va évoluer l'assurance dans ce monde du changement climatique un peu pénible. C'est pas la réunion la plus drôle de la journée, hein. Mais bon, comme on est des gens optimistes, on va aller de l'avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va se poser, je passe ultra rapidement là-dessus, ça a été vu et revu ce matin, mais pour moi, l'assurance, c'est pas quelque chose de l'ordre du juridique, c'est pas quelque chose de l'ordre de la paperasse, c'est avant tout de l'ordre de la physique et avant tout de l'ordre des risques. Donc il faut juste très rapidement comprendre ce qui nous pèse sur le coin du museau pour réussir à bien l'appréhender. Donc en gros, c'est quoi le changement climatique? Quel risque ça génère, notamment au niveau de la région ouest? Et enfin, quel impact ça a sur l'assurance et surtout comment on va essayer d'aller de l'avant? Comment est-ce qu'on arrive à y faire face? Je vous le passe en 2 secondes, j'imagine que ça a été fait et refait, mais ce qu'il faut comprendre, ce que je veux dire à travers cette slide, c'est comme le changement climatique, il est directement lié à l'activité humaine qui vient modifier l'effet de serre naturel, notamment de par nos émissions de gaz à effet de serre, notamment nos émissions de CO2, eh bien, il faut juste se dire qu'il faut faire des efforts, on va faire des efforts, et heureusement qu'on les fait, puisqu'on le verra dans une slide suivante, chaque demi-degré de dixième compte. Mais malgré tout, apparemment, comme il n'y a pas 3 ou 5 milliards de personnes qui ont envie de vivre comme des Amish, il y a un moment où, de manière systémique, il faut être conscient que les gens étant attachés à leur mode de vie, ça va être assez compliqué et que de manière naturelle, c'est quelque chose avec lequel il va falloir apprendre à vivre. D'autant plus qu'on le verra, mais les gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère et toutes les actions qu'on prend et qu'on essaye de prendre sont extrêmement longues à se mettre en place. On a une inertie de dingue. Et donc nous tous ici, en fait, c'est pas vraiment pour nous qu'on travaille, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc nous tous ici, jusqu'à la fin de nos carrières respectives, il va falloir apprendre à vivre avec ce risque. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est assez intéressant ce schéma. C'est qu'à chaque fois que l'être humain trouve une nouvelle source d'énergie, elle vient jamais en remplacement d'une précédente, elle vient toujours en superposition d'une précédente. Regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est grosso modo, avant qu'on découvre les énergies fossiles, on n'avait que la biomasse, le bois. On pourrait se dire que le jour où on découvre le charbon, le jour où on découvre le pétrole et le gaz, on arrête d'utiliser du bois. Et pas du tout. En fait, on continue à utiliser exactement la même quantité de bois. Par contre, on accumule du charbon, puis on accumule du pétrole, puis on accumule du gaz, etc., etc. La drogue la plus dure qui existe au monde, je peux vous faire toute la liste, c'est l'énergie. À chaque fois que l'être humain trouve de l'énergie, il en veut plus, et pour une raison assez simple, hein, c'est que l'énergie, c'est l'alimentation que vous donnez à vos machines, les machines qui travaillent pour vous, et qui fait que finalement la vie est un peu plus douce. Le problème de ça, vous l'avez vu ce matin, c'est que finalement, toutes ces énergies fossiles qu'on déstocke, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Tout ce qui était au fond de la Terre, ça ne disparaît pas. Et du coup, ça se stocke où? Dans l'atmosphère qu'on est en train de respirer. Et grosso modo, ce que la nature avait réussi à stabiliser pendant des millions d'années, à peu près à 250, 260 ppm, particules par million, l'être humain, en quelques centaines d'années, voire moins que ça, a doublé la quantité de gaz à effet de serre, de particules qu'on a qu'on a dans l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, l'effet de serre, retenez ça, c'est comme si vous aviez un petit duvet autour de la planète qui fait que la température est agréable. À chaque fois que vous émettez, que j'émets 1 gramme de CO2, c'est comme si je rajoutais une petite plume. Et plus il y a de plumes, plus il fait chaud. En quoi c'est embêtant pour le risque? C'est embêtant tout simplement parce que ça vient complètement modifier la structure du risque. On vient complètement changer les règles du jeu. Ce que j'ai dit en préambule, à chaque fois que vous en mentez, à chaque fois que vous mettez une petite plume dans ce duvet, vous augmentez l'intensité des sinistres. Ça veut dire que quand ça tape plus fort, quelque chose de très physique. Les ouragans, par exemple, qui se forment dans l'océan Atlantique, grosso modo, ça se forme par différence entre la température de la mer et la température de l'air. Plus vous accentuez les températures de l'air, plus cette différence est importante, plus les ouragans sont solides, plus ils sont énervés et plus ils vont loin dans les terres. Donc vous augmentez, je le disais, l'intensité et la fréquence. Ça veut dire que ces ouragans, potentiellement, ils vont arriver de plus en plus souvent. À ça, il y a 2 choses à ajouter qui sont ici de l'ordre, non pas de la physique et de la nature, mais qui sont plus de l'ordre de l'être humain. Vous avez une complexité d'adaptation. Il semblerait que ce qui fasse le charme de la ville de Paris, entre autres, ces immeubles haussmanniens, aujourd'hui, pour les adapter, ça va être un peu compliqué. D'une part, ils sont classés, de l'autre part, ils valent 15 000 € du mètre, donc personne n'a envie de les isoler par l'intérieur. Bref, on est dans une espèce de flou où finalement, on n'arrive pas bien à adapter cette histoire à la réalité d'aujourd'hui. Excusez-moi, je suis allé trop vite.
Et la deuxième chose, la problématique en plus, si là je regarde ça d'un point de vue purement assurantiel, l'augmentation des valeurs, vous avez une forme d'inflation, tout ce qui existe demain vaudra un petit peu plus cher qu'hier, et donc à chaque fois qu'il faut payer encore un peu plus cher. Donc les sinistres coûtent de plus en plus cher et le monde de l'assurance est embêté un petit peu plus chaque jour. Regardez, si on prend par exemple les vagues de chaleur, on était dedans il y a encore la semaine dernière, ça c'est juste une stat sur les vagues de chaleur, dans un monde à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, donc a déjà été dépassé, hein, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc le plus 1,1 degré augmente quasiment de 5 fois la chance d'avoir tous les 50 ans des vagues de chaleur. Ce que je vous disais, chaque quart de demi-dixième de degré compte. Si on passe à 1,5, donc si finalement on arrive à être seulement les accords de Paris, hein, ce qu'on sait qu'on dépassera d'ailleurs, 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle, cette probabilité qui était de 4,8 double. On passe à 8,6, etc., etc., jusqu'à arriver aux 4 degrés. Et la phrase, durant justement les accords de Paris, de l'ancien PDG d'AXA qui disait « Un monde à plus 4 degrés n'est plus assurable ». Je l'ai entendu ce matin dans l'une des à la conférence. Il y a un moment où quand on est sûr que les choses vont se réaliser, il n'y a plus d'aspect aléatoire et vous n'aurez plus personne pour les assurer. Donc, la question de l'assurabilité, d'où est mon bien et de comment il se comporte par rapport à l'assurance, est un vrai enjeu, et pas un enjeu écologique d'ailleurs, mais un enjeu purement économique, de comment est-ce que je vais faire en sorte de ne pas perdre la valeur de mes actifs. Ici, on va se focaliser sur les risques. Je crois que j'en ai pris 3 ou 4, les risques principaux qui pèsent sur alors au sens large et qui pèsent aussi sur la région. Pareil, on en a sauf en parler ce matin, ce qu'on appelle le retrait du trait de côte. On estime aujourd'hui qu'en France, il y a 20% du territoire qui est concerné par cet enjeu. C'est un des enjeux qui va potentiellement coûter le plus cher. On estime qu'entre ce qui pourrait arriver, donc demain, ça c'est facile à estimer, 2028 et 2100, on va avoir une augmentation du risque de 90. Pas 90%, 90 tout court. On estime que ce qui coûte à peu près aujourd'hui un peu moins de 250 millions d'euros de dégâts pourrait arriver jusqu'à 86 milliards si on ne fait rien. Le problème, c'est que faire quelque chose, c'est pas si simple parce qu'on estime en face que pour réduire ce chiffre, quasiment à néant, il faudra investir plus de 160 millions d'euros par an dans un État qui a apparemment 3 000 milliards de dettes, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc ça va être un vrai enjeu. Où je me situe et comment mes actifs se comportent vis-à-vis de cette notion du trait de côte. On estime que depuis 1900, le niveau de la mer il a augmenté d'à peu près 20 cm et qu'en travers, il augmente d'à peu près 4 mm par an. Alors on peut se dire 4 mm par an, et même si je vis très vieux, finalement, il semblerait que je vais m'en remettre. En fait, l'enjeu, il n'est pas là. Il n'est pas sur le fait que ça augmente en termes de volume. Il est juste sur le fait que à chaque millimètre d'eau qui est gagné, la probabilité d'inondation, on va le voir juste après, de submersion marine à chaque fois qu'il y a une tempête est beaucoup plus importante. C'est ça en fait l'enjeu. Et alors avec en plus, elle est sympa cette réunion, avec en plus un vrai enjeu sur le littoral Loire-Atlantique-Bretagne, d'être soumis notamment en hiver à des gros coefficients de marée, des tempêtes et un littoral quand même assez urbanisé avec des grosses valorisations capitalistiques. Bref, vrai enjeu, en tout cas ici pour les assureurs, de dire comment est-ce que demain, j'arrive à assumer ces 86 milliards de dettes potentielles, de sinistres potentiels. Autre risque ici, ce qu'on appelle les submersions marines. La submersion marine, à ne pas confondre avec les crues, hein, c'est lorsqu'en gros, lors d'un épisode de tempête notamment, la mer vient dépasser, vient tout simplement déborder et vient jusqu'en bas de chez vous. Ça, c'est un risque qu'on estime entre aujourd'hui et 2050 qui va passer à peu près, qui devrait doubler, faire entre x4 et x2. Donc c'est pareil, une fois qu'on s'est dit tout ça, de toute façon ça c'est réglé, ça va arriver. Une fois qu'on s'est dit tout ça, la question c'est de dire où est-ce que mes actifs à moi ils sont. J'entendais ce matin ce qu'il disait par rapport au fait d'être plus ou moins haut, jusqu'à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et une fois de plus ici, chaque demi-degré compte, puisqu'en fonction des scénarios du GIEC, en fonction du scénario dans lequel nous serons, eh bien, ça a un impact plus ou moins important sur le niveau, sur la gravité de ce qui va arriver. Ici, vous voyez, ça, c'est des outils qu'on utilise, notamment à partir des bases de données de réassureurs avec qui on travaille, à partir desquelles, justement, on peut simuler l'impact et les territoires touchés dans les cas où vous auriez ce type d'événement.
Autre enjeu, là j'ai fait un focus sur la ville de Nantes, puisque on peut avoir les submersions marines et de manière évidente on pense au littoral, mais on peut avoir également ce qu'on appelle les inondations esturiennes, tout simplement l'eau qui remonte depuis la mer jusque assez loin dans les terres, dans le cas d'un événement important, là vous voyez dans le cadre d'un scénario RCP 8,5 en 2030. Alors évidemment en 2030 on n'en sera pas à ce niveau-là, donc c'était pour faire un peu, c'était pour l'image claque un peu, mais potentiellement on pourrait avoir une grosse partie de l'île de Nantes et du nouvel hôpital qui se retrouve tout simplement sur une vraie île de Nantes. C'est un vrai enjeu. Attention, terrain glissant. Hein. Ouais, ok. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir on a ici du coup une remontée de l'influence marine. On va avoir la hausse des niveaux d'eau lors des marées, la hausse des tempêtes et fortes précipitations. Tout ça, on estime que ça va à peu près doubler. On estime que là où l'ensemble de ces risques, là je l'ai pris d'un point de vue historique, de 1989 à 2019 a coûté un peu moins de 30 milliards, on estime que c'est quelque chose qui devrait coûter, si on ne fait rien évidemment, jusqu'à 50 milliards. Attention, l'ensemble des simulations, l'ensemble des modèles que je vous donne ici sont liés, d'une part, à des scénarios d'augmentation de la température. Donc on a encore, en tant qu'être humain, la possibilité de faire que ça augmente moins vite. Et deux, tous ces chiffres sont donnés sans adaptation, sans moyen de defense, comme disent les assureurs, qui évidemment ont un intérêt et pour essayer de réduire au maximum cette facture. Et dernier point, et je passe rapidement dessus, parce qu'en plus ici on est assez peu concerné, mais le risque numéro 1 mis en avant par l'exemple des assureurs, on en a parlé ce matin, c'est la sécheresse et le retrait gonflement des argiles. On imagine qu'en fonction des différents scénarios du GIEC, entre un scénario modéré, on va dire plus 2 degrés, et un scénario sévère, plus 4 degrés, la facture pourrait être du simple au triple. Ok ? N'hésitez pas. Et selon toi, quel est le risque le plus sous-estimé par les acteurs? Alors, les acteurs de l'immobilier, tu n'as pas d'idée? Alors, aucun? Ouais, objectivement, je l'ai encore entendu ce matin et ça me fait plaisir que quelqu'un ait dit ça. Moi qui fais que traiter du risque toute la journée, je trouve ça assez incroyable la manière dont le marché valorise absolument pas le coût du risque dans ses biens actuels. C'est-à-dire que la magnifique maison, je la trouve jolie, hein, mais la magnifique maison sur la plage à Saint-Malo, moi je comprends pas qu'elle vaille encore 10 millions d'euros. En fait, moi en tout cas je sais que je les mettrais pas. Et aujourd'hui c'est absolument pas valorisé. Aujourd'hui on est encore dans un monde du temps court où tout ça n'a pas d'impact. Alors j'imagine que la vague de chaleur qu'on vient de vivre va avoir un petit impact, mais finalement l'être humain oublie assez vite, donc tant qu'il n'y en aura pas une deuxième qui va arriver, finalement au bout d'un moment on va se dire que c'était un épiphénomène. Mais oui, aujourd'hui c'est quelque chose d'un point de vue actif, et même nous, sans les citer, on a beaucoup de clients qui à date ne se posent pas la question, parce que finalement votre ROI il est calculé sur 7 ans, au pire sur 15 ans. Et en fait, le problème, à mon sens, le problème dans toutes les publications qu'on fait sur l'écologie, c'est qu'on dit toujours en 2050, d'ailleurs j'y participe, j'ai fait la même chose, en 2050 il va se passer ça. Mais en fait 2050, c'est très loin d'un business plan. Et dans la tête de tout le monde, du coup 2050, c'est pas demain, c'est après moi, et puis après moi on verra bien ce qui se passe. D'autant plus que je trouve que dans la manière d'échanger, c'est un peu une erreur de dire en 2050, parce que ça laisse sous-entendre aux gens qu'entre aujourd'hui et le 31 décembre 2049, il ne va pas se passer grand-chose, et qu'apparemment le 1er janvier 2050, ça va être le cataclysme. Bah non, on l'a vu avec la vague de chaleur qu'on vient de vivre. En fait, la vraie vie, c'est que ça va se faire gentiment au fil du temps, et que c'est pas en 2050 l'enfer, et jusque-là, on va à peu près bien vivre. Donc non, aujourd'hui, c'est très peu, à l'instant T, c'est très peu considéré. Par contre, le jour où ça va être considéré, bah, ça va être quelque chose de très soudain, et là, ça va être quelque chose de très brutal. Et donc, ça va être un peu une des conclusions que je vais faire. Bah, de toute façon, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, il faut mieux être celui qui s'en préoccupe le premier et être celui qui s'en sort le mieux, parce que malheureusement, oui, il y a des endroits où, pour le coup, ça va être très compliqué. D'accord, alors c'est la fin des assureurs ou non? Non, c'est pas la fin des assureurs, parce que les assureurs, dans ces enjeux-là, voient quand même des formes d'opportunités. Il y a plein de choses, vous avez vu... Aujourd'hui, mon travail, c'est directeur des risques émergents. Mon métier, il y a 10 ans, il n'aurait même pas existé. Aujourd'hui, on est plusieurs à faire ça. Donc, il y a de nouvelles opportunités puisqu'il y a des nouveaux risques. Par contre, c'est la fin du modèle assurantiel tel qu'on l'a construit depuis 50 ans. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un cours magistral sur l'assurance, mais grosso modo, le monde de l'assurance, en tout cas le monde de l'assurance grand risque, je parle, pendant des dizaines et des dizaines d'années,
il n'y avait pas besoin d'être un très bon assureur pour gagner bien sa vie. C'est-à-dire, grosso modo, votre métier, c'était de prendre des primes. Avec ces primes, vous investissiez ça dans des obligations, vous investissiez ça dans des produits financiers qui crachaient. Et puis, avec l'argent que vous gagnez sur ces marchés, une fois de temps en temps, s'il y avait une usine à payer, bah, vous aviez les moyens de la payer. Dans un contexte où, en fait, le risque explose, bah, vous pouvez plus, et dans lequel, en plus, les obligations et les marchés financiers sont plus si simples que ça, bah, c'est un peu moins simple. Et donc, vous devez vraiment vous intéresser à votre risque et vous devez vraiment vous intéresser aux risques que vous prenez. Et donc, non, ce n'est pas la fin du métier d'assureur. Par contre, c'est la fin de certains risques assurables et c'est la fin d'une manière de faire en assurance. Aujourd'hui, là, dans mon équipe, moi, j'ai des data scientists. Jamais on aurait embauché des gens comme ça il y a encore 10 ans. Non, en fait, aujourd'hui, on demande à des gens de savoir utiliser Claude, de savoir utiliser ChatGPT++, et d'être capable de faire des modèles. C'est eux qu'on va chercher. En fait, des juristes, on en a plein, c'est ultra important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet aspect-là. Finalement, l'aspect juriste est ultra important. Mais là, aujourd'hui, on demande à des gens d'être capables de justement se mettre dans un aspect prospectif. Et donc, le métier a changé. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Alors justement, quel impact sur l'assurance? Alors le côté positif, si on parle seulement d'assurance, le côté positif, alors je vais peut-être un peu faire grincer des dents, mais c'est qu'il reste quand même un peu de marge. Je m'explique, si je reviens à mon exemple du début, qui était l'assurance multirisque habitation. Je vous ai dit en moyenne, en France, une assurance multirisque habitation, c'est 300 € par an. C'est pénible. Avec 300 €, je me fais un resto très sympathique et même bien plus. Mais la vraie vie, c'est que 300 €, il y a plein de choses dans le budget des Français qui coûtent beaucoup moins cher que 300 €. Ou dit autrement, il y a plein de choses qui coûtent à peu près la même chose que 300 €. Votre abonnement Canal+, sauf erreur de ma part, il coûte 600 €. Bon bah, ce que je veux dire par là, c'est que si pour continuer à valoriser à 100% votre bien, il faut passer de 300 à 320 ou 350, c'est sûr que c'est pénible. Moi non plus, j'ai pas envie de les payer. Mais par rapport à plein de choses qu'on dépense toute sa vie, bon bah, ça vaut peut-être le coup de prendre l'abonnement Canal+ un peu moins cher et de continuer à assurer le fruit de tout votre travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait aujourd'hui, et je reviens à ma démonstration du début, on vient d'un monde où le risque est réduit à néant. Et donc on part du principe que payer pour du risque, c'est pas normal et que ça doit valoir pas cher. Bon bah en fait, c'est juste, c'est ni bien ni pas bien. C'est juste qu'on arrive dans un monde où le risque a une valeur malheureusement qui ne fait que monter. Il faut accepter de mettre l'argent en face de cette valeur. Donc, à mon sens, entre des maisons, alors qui valaient très cher évidemment, mais entre des maisons aux États-Unis, en Californie, qui coûtaient jusqu'à ce qu'elles deviennent non assurables 25 000 € par an, et notre moyenne à 300 €, on a encore un petit peu de marge. Mais la tendance, de manière évidente, est à l'augmentation des primes d'assurance qu'on fait à peu près en moyenne 26% sur 10 ans, avec des territoires plus ou moins exposés. On en a parlé aussi ce matin. Pourquoi tout ça est aussi rendu possible? Grâce à un mécanisme public que beaucoup de pays nous envient. Alors, il existe dans pas mal de pays, mais la manière dont il est fait est assez unique en France, qui est le régime CatNat, qui permet notamment, de manière publique, via la CCR, de prendre en charge tous les sinistres de catastrophes naturelles que les assureurs privés ne souhaitent plus prendre. Afin que la France, afin que notre État réalise une de ses fonctions régaliennes, qui est que tout le monde puisse s'assurer, puisque s'assurer au-delà d'un contrat financier, c'est surtout maintenir la valeur de mes biens. Alors le problème, c'est que le régime CatNat, il est en première ligne, d'une manière bien évidente, il est aussi soumis à ces enjeux de risque qui augmentent. Là, ici, je vous ai mis ce qu'on appelle le S sur P, donc c'est la somme des sinistres payés tous les ans, divisée par la somme des primes reçues. Grosso modo, un assureur, pour gagner sa vie, il estime que ce ratio, il doit être à peu près à 80%. Il faut que je rende maximum 80% des primes que je reçois tous les ans pour pouvoir payer mes salariés, mon chauffage et pouvoir gagner un peu ma vie. Dans le cas d'un organisme public, on peut se permettre de vouloir gagner un peu moins d'argent. Potentiellement, je n'ai pas de dividendes à distribuer. Et donc ici, c'est pour ça que je vous ai mis de manière un peu arbitraire, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité, la limite au-deçà de laquelle le système tombe par terre. Autrement dit, chaque année, en moyenne, c'est pas grave s'il y a des pics, mais chaque année, en moyenne, il ne faut pas que le régime CatNat rende plus de 90% des primes en sinistre qu'elle a pris aux personnes. Vous le voyez, si on fait un focus sur les 10 dernières années, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 années sur 10 qui sont déficitaires. Et en plus, sur ces 6 années sur 10 qui sont déficitaires, vous en avez une quasiment à 200%. Il faut bien vous dire un truc, à chaque fois que votre assureur il prend 200% de S sur P dans le museau,
derrière, il lui faut vraiment beaucoup de temps pour reconstituer ses réserves et pour être capable d'effacer cette perte-là. De manière naturelle, augmentation du risque, la CCR et les autorités ont le même réflexe qu'ont pu avoir les assureurs privés. On a, en 2025, augmenté la surprime qui est passée sur les assurances dommages, vous avez dû vous en rendre compte, de plus 12% à plus 20%. Et en termes d'automobile, la surprime CatNat est passée de plus 6 à plus 9. Ce n'est pas anodin pour le monde de l'entreprise. Chez BC, l'entreprise dans laquelle je travaille, on ne fait qu'assurer des grands groupes industriels qui sont soumis à ces enjeux de surprime CatNat. Imaginez un groupe industriel qui serait 100% en France et qui paye 10 millions d'euros de prime d'assurance. Ça veut dire que déjà, il se prend 2 millions de surprime CatNat. D'accord ? Et puis, comme on est en France, après, la taxe sur les assurances, elle est calculée sur la prime plus la surprime sur l'assiette globale, parce que ce serait embêtant de ne pas payer trop. Et donc, on arrive de 10 à 13 millions d'euros. Ça veut dire que ce mécanisme, alors qui est important, hein, je ne dis pas le contraire, hein, qui permet de protéger l'ensemble de la population contre l'inassurabilité, mais pour un groupe industriel, ça m'augmente grosso modo de 30% le coût de mes assurances. Et je ne vous ai pas mis le Gariat et tout le soin de soin. Donc c'est un vrai enjeu. Ce que je veux exprimer par là, c'est de dire qu'en fait, à un moment donné, la poche ici, elle n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, vous ne pourrez pas payer plus que 100% de votre prime d'assurance en taxe. On pourrait l'imaginer, mais je pense qu'on arriverait à des limites du modèle. Quand on voit qu'aujourd'hui, déjà, avec 20% de surprime CatNat, on arrive à faire payer à une entreprise 30% entre guillemets de taxes en plus, ça pose la question de jusqu'où l'augmentation des primes pourra être une solution. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est surtout de ne pas en arriver là. C'est intéressant, je trouve souvent quand on parle de changement climatique, on pense à la petite île perdue au milieu du Pacifique. En fait, l'inassurabilité, ça ne concerne pas ces endroits-là. De toute façon, ces endroits-là, ils sont assez peu assurés, hein, finalement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est pas très humaniste ce que je vais dire, mais en fonction d'où passe un ouragan, ça n'a pas, d'un point de vue purement financier, je parle, évidemment, absolument pas d'un point de vue humain, les réassureurs ne les regardent pas de la même manière. Vous avez un ouragan qui arrive en Floride, les réassureurs ne regardent pas la télé de la même manière que quand ils passent au-dessus d'Haïti. Hein. Parce qu'il y a plein de zones du monde qui ne sont pas assurées ou qui ne sont que très, très faiblement assurées. Par contre, quand vous avez un des pays, le pays le plus riche du monde, avec les valorisations les plus lourdes du monde, ici, là, vous avez tous les gars en retraite là, qui ont bien vécu, et ici, vous avez tous les gars de la tech qui sont en train de bien vivre. Et en fait, quand tous ces gens-là qui ont des maisons qui valent très cher arrivent dans des zones où le risque devient complète, qui ne devient même plus un risque aléatoire, devient quelque chose de quasiment sûr, je suis dans des zones où je ne suis plus assurable. Ici, pour des problématiques majoritairement à l'ouest des États-Unis, pour des problématiques de feux de forêt, on l'a vu il y a 2 ans, pour des problématiques d'ouragan en Floride, ou, autre exemple, en Australie, pour des problématiques d'inondation. C'est pourquoi le rapport de l'Observatoire de l'assurance, qui est très récent, qui a été publié le 15 juin dernier, met en avant trois actions principales. La première d'entre elles, c'est de renforcer les mécanismes, notamment sur les territoires ultramarins, qui, comme on l'a vu ce matin, sont les territoires de manière évidente les plus exposés. La deuxième chose, c'est de faire évoluer le régime CatNat. Même si là, on a augmenté à 20% de surprime, on estime que c'est encore pas assez. Et donc, il y a des questions de comment on va continuer à faire passer des hausses. Donc, en gros, vous avez 2 écoles qui s'affrontent. Ceux qui disent il faut mieux prévoir sur les 10 prochaines années ou 15 prochaines années 0,2% d'augmentation par an, parce que ce sera un peu indolore, et puis finalement, les chefs d'entreprise, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Donc, si on leur dit ça, au moins, c'est plié. Et ceux qui disent non, on vient déjà de passer une grosse augmentation, n'y touchons pas, on verra plus tard. Bon, dans tous les cas, c'est qu'un jour, ça va augmenter. Et le troisième sujet, ici on va plutôt parler fonds Barnier, et ce que je trouve assez intelligent, ça va être la question de la prévention et d'essayer de faire en sorte de réduire le risque. Deuxième étape de ma matrice, de réduire le risque pour faire en sorte que ça arrive le moins possible. En tout cas, que ça arrivera pas moins, mais ça fera un peu moins mal. Et alors, il y a des zones inassurables déjà en France, où vous les avez identifiées ? Non, on estime aujourd'hui, grâce au régime CatNat, en toute transparence, on estime aujourd'hui qu'en France, il n'y a aucune zone d'inassurabilité. Par contre, il y a des zones, on l'a vu tout à l'heure, moi je ne suis pas un génie, mais apparemment les zones où c'est un petit peu plus sombre, c'est un peu plus risqué. Est-ce que ça veut dire que ça va être inassurable ? C'est très compliqué de faire des choses à l'emporte-pièce. Évidemment, il n'y a pas tout un département qui va être mis sous cloche. Par contre, oui,
les Côtes d'Armor, potentiellement, la question peut se poser. Dans le sud-ouest, la question peut se poser. Et en plus, attention, là, moi, je ne vous parle que de questions purement d'assurabilité. Qui dit non-assurabilité dit sinistre. Et qui dit, on en parlait ce midi, dit sinistre matériel. Ce que je veux dire, c'est que là, le très mauvais moment qu'on a tous vécu là, sur les 10 derniers jours, ça, grosso modo, pour la plupart des assurances, ça n'a eu aucun impact. Le fait que dans mon appartement, il fasse 35 degrés et que je suis obligé d'aller me délocaliser chez ma belle-mère pendant 10 jours et que c'était super long, que c'est passé, mes journées sont passées en âge de chien, et ben du coup, ça c'est pas assuré. Et ça a coûté 0 à mon assurance. Par contre, moi, j'ai passé un mauvais moment et mon appartement, je l'aime un petit peu moins. Donc dites-vous que tout ça, du coup, aujourd'hui, c'est assez complexe à dire demain ça ou ça, ce ne sera pas assuré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des zones où, vous vous doutez bien, là où ça brûle, là où il y a des tempêtes récurrentes. En Charente, au bord de la Charente, quand sur les 10 dernières années, vous avez pris 3 inondations, à un moment, la question elle commence sincèrement à se poser. Ok. Donc comment est-ce qu'on fait face à tout ça? Maintenant qu'on a décrit un tableau, un tableau bien noir, comment est-ce qu'on fait face à tout ça? La première chose, déjà, c'est d'en être conscient. Apparemment, sur les 400 personnes d'aujourd'hui, il n'y en a que 50 qui ont envie d'en être conscients. Et du coup, c'est bien parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas tout le monde qui réussira à sortir son épingle du jeu. Donc la première chose, c'est je pense très sincèrement que, et parce que c'est agréable de penser ça, on a tous envie de continuer à vivre dans un monde sans risque. Moi, je ne suis pas en train de dire que le monde d'avant, il n'était pas bien. Je suis juste en train de dire que la réalité, c'est qu'il est en train de changer et que, en fait, il y a deux manières de faire. Soit on fait l'autruche et puis ça nous pète au museau, soit on se dit qu'on regarde le problème en face et je ferai partie de ceux qui en souffrent peut-être un peu moins que les autres. Bon le sujet, il est celui-ci. Vous allez vivre, on va vivre, que ce soit d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de ressources et de matières premières, d'un point de vue géopolitique. Bref, c'est le retour, je sais pas, on m'annonce, ma mère, elle me parle du retour de la guerre, quoi. Genre, la seule guerre que j'ai fait, c'est sur ma PlayStation, quoi. Donc la vraie vie, c'est que voilà, il faut potentiellement se préparer à tout ça. Une fois qu'on est au courant et qu'on s'y prépare, eh bien, la question, c'est de piloter pour éviter de subir. Alors, la première chose, je le dis avec beaucoup de sincérité, je pense que la première chose, une fois qu'on a fait sa cartographie des risques, et je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, une fois qu'on a fait sa cartographie des risques, au-delà que ça devienne un élément de votre document RSE, en fait, c'est quand même pas mal de s'en servir comme un outil d'aide à la décision. Et la première chose à faire, c'est d'arbitrer. Oui, il y a des endroits, il y a des actifs qui ne valent pas la valorisation que le marché leur donne actuellement, en tout cas ne le vaudront plus demain. Et il y a des endroits où il va peut-être falloir fuir pour investir dans des endroits où il fait peut-être un petit peu plus, où il se sera peut-être un petit peu plus doux. Alors moi, on en parlait ce midi avec Élise, venant de Picardie, j'ai l'impression que par chez moi, ça va devenir une espèce d'oasis de verdure agréable. Donc peut-être que ça fera partie des endroits qui tirent leur épingle du jeu. Mais oui, l'appartement à Paris, 5e étage, vue sud, plein sud, en fait, lui, demain, je ne suis pas sûr qu'il vaille encore 10 000 € du mètre carré. Donc, être conscient de ça pour faire des arbitrages. Après, il y a peut-être des opportunités, il y a plein de choses, mais en tout cas, être capable d'arbitrer, ça va être un vrai enjeu. Ici, justement, tout ça, là, c'est le risque de température, de forte chaleur. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce risque de forte chaleur et de manque d'eau notamment, et en fait, ce modèle-là qui est basé sur 100 ans de données historiques des plus grands réassureurs, en fait, par rapport à la vague de chaleur qu'on vient de vivre, il est complètement aux fraises. En fait, là, on a l'impression que finalement, même la Bretagne, c'était un peu, ça allait être un peu la petite oasis où ça allait toujours bien se passer. Ah bah non, apparemment, il a fait quand même 40 degrés. Donc tous les modèles sont un peu en train de voler en éclats. Donc il y a un vrai enjeu. Premier conseil, être conscient de ce qui se passe et être capable d'arbitrer et de se positionner. Là, c'est pas de l'assurance, c'est que de la gestion d'actifs. Ensuite, le deuxième, sur les biens que vous décidez de conserver, parce qu'à un moment, il faut bien en avoir, il y a plein de choses à mettre en place. J'ai entendu ce matin plein de gens qui ont fait la promotion de leurs livres, j'en ai lu d'autres. Oui, peindre les toits en blanc, ça a un impact. Végétaliser les villes, ça a un impact énorme. Mettre des points d'eau, ça a un impact énorme. La clim peut être un sujet, l'isolation par l'extérieur.
le fait de mettre des volets, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un passage un petit peu tricky là, à Quotidien avec Jean Covici, où en fait il disait bah oui, il y a plein de clims hein, qui n'utilisent pas d'énergie. Hein. Le fait de fermer ses volets, hein, le fait de peindre son toit en blanc. Bon bah les gars de Quotidien, ils le regardaient un peu avec des grands yeux. Merlan Free, en disant bah, de quoi il me parle, c'est pas de la clim. Bah si, en fait la définition de la climatisation, c'est juste de refroidir. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avant d'allumer la clim. Et dans certains cas et dans certains lieux, bah, évidemment que c'est intelligent de mettre la clim. Donc voilà, première chose, identifier. Deuxième chose, arbitrer. Troisième chose, il y a plein de choses à faire, que ce soit au niveau de votre actif à vous, au niveau des collectivités, pour rendre la vie un peu plus paisible. Et après, bah, il existe, j'arrive à ma troisième étape de ma matrice de risque et de mes différents processus, eh bien, il existe des assurances de plus en plus qui voient des opportunités dans ces difficultés. Une des assurances qu'on utilise beaucoup, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique, c'est tout pareil qu'une assurance normale, à un détail près. La chose assurée sur laquelle un assureur et un client se mettent d'accord, ce n'est pas sur un actif, mais c'est sur la valeur d'un paramètre, donc un paramètre, un indice, c'est un synonyme, qui, si elle est atteinte, donne de manière automatique un forfait. Je vous donne un exemple très concret. On va prendre l'exemple de quelque chose qu'on a entendu là dans la presse, là, les chips là, qui marchent bien là, en Bretagne, là, les Bretts. Eh ben, par exemple, si Bretts, ils avaient eu connaissance de l'assurance paramétrique, ils auraient pu faire ça pour éviter un gros sinistre qui vient de leur arriver. Ils auraient dit, bah, moi en fait, pour faire des chips dans mon usine en Bretagne, il me faut beaucoup d'eau. C'est quoi mon risque? Petit 1, identifier mon risque. Bah, si j'ai plus d'eau, mon usine, elle tourne plus. Très bien. Donc, on a fait la première étape de la mise en place d'une assurance paramétrique. On a identifié le risque. Deuxième étape, il faut trouver un indice qui est représentatif de ce risque. Et ben, tout simplement, l'indice qui est représentatif du risque j'ai d'eau ou pas d'eau, ça peut être l'arrêté préfectoral qui interdit l'ensemble des industriels eh bien, de pomper dans la nappe. Si demain, eh bien, de manière automatique, je n'ai plus le droit, le préfet met un décret qui dit que tous les industriels de telle zone n'ont plus le droit de pomper dans la nappe, alors je suis en risque. On a trouvé un indice. L'indice ici, c'est le fait d'avoir le droit ou non de pomper dans la nappe. Et le deuxième, le trigger, c'est la valeur de déclenchement, la valeur à partir de laquelle je suis indemnisé. Dans le cas présent, dès que je n'ai plus le droit de pomper. Dernière étape pour mettre en place une assurance paramétrique, c'est à vous de décider le montant du forfait. C'est totalement libre. Donc c'est pour ça que ça résout quand même pas mal de problèmes. C'est totalement libre. C'est vous qui décidez, bah, si jamais ce risque arrive, moi je veux toucher 100 000 euros par jour. Pourquoi 100 000 bah, parce que j'estime que ma perte d'exploitation, quand je fais des chips, elle est de 100 000, que je vais perdre des patates, que je vais en renvoyer Gérard et Robert, que je vais mettre en chômage technique, etc. Et ça, j'estime que c'est 100 000 euros par jour. Bah, en déterminant ces 4 éléments, vous venez de créer une assurance paramétrique. Monsieur, madame, enfin bref, l'usine Brett, si demain vous êtes obligé de fermer votre usine pendant 6 jours parce qu'il n'a pas eu d'eau et que le préfet a fermé le robinet, de manière automatique, je vous indemnise 600 000 euros. Ces assurances, en ce moment, sont en train d'exploser parce que permettent notamment de répondre à un enjeu industriel dont je n'ai pas parlé avant, qui est ce qu'on appelle la perte d'exploitation sans dommage. Tous les risques que je vous ai énumérés précédemment sont des risques matériels. C'est pour ça que je disais que non, l'assurance n'est pas morte, mais l'assurance telle qu'on l'a conçue et qu'on l'imaginait, oui, enfin elle est morte. Aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, dans une grande majorité de cas, pour que vous puissiez être indemnisé, même de votre perte d'exploitation, il faut qu'il y ait eu un dommage matériel. Mais je vous l'ai dit, un des grands mâles de ce siècle, c'est la perte d'exploitation sans dommage. Il y a plein de fois où vous n'avez pas de dommage matériel, mais vous ne pouvez pas très bien vivre. Moi qui vais 7 jours chez ma belle-mère qui passe un mauvais moment, bah ça, il n'y a pas eu de dommage. Moi, en fait, mon appartement, il est toujours très joli. Mais par contre, je ne peux pas vivre dedans et je suis obligé de partir. Bon, bah ça, c'est quelque chose que mon assureur, si je résume un peu, ne m'aurait pas indemnisé. Avec ces contrats-là, comme vous pouvez assurer, en fait, ce que vous assurez, ce n'est pas un actif, mais en fait, c'est une information. Par nature, une information, ça appartient à personne. Et en fait, du coup, bah, ça appartient un peu à tout le monde. Et donc, vous pouvez assurer à peu près ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Et ça permet notamment de régler ces enjeux de perte d'exploitation sans dommage. Je fais un tout petit détour en dehors de l'immobilier. On met énormément de contrats comme ça en place, notamment, on a beaucoup de clients dans le monde de l'agroalimentaire. Là, il y a quand même de grandes chances. Dans certaines régions, là, toutes les régions là, qui font du maïs, déjà, tous les gars qui font du maïs qui irriguent pas, là, ils sont morts. Bon, bah, si je suis une coopérative qui est spécialisée dans le maïs, bon, bah, il y a quand même de grandes chances que j'ai un peu moins de maïs cette année.
On est typiquement dans le cas d'une perte d'exploitation sans dommage. Cette coopérative ne va pas pouvoir aller voir ses assureurs en lui disant monsieur l'assureur, il faut me payer de l'APE, puisque moi cette année j'ai 30% de moins de maïs. Qu'est-ce qu'il va répondre l'assureur? En fait, vous, monsieur la coopérative, madame la coopérative, vous ne possédez pas de champs, vous ne possédez pas de maïs. Donc en fait, le fait que vos agriculteurs ne vous aient pas livré les 30% manquants est quelque chose qui n'est pas indemnisé. Et donc c'est clairement des dizaines de millions d'euros de pertes potentielles qui peuvent, pour le coup, très facilement s'assurer avec ces mécanismes, parce que l'information qui manque 30% de maïs dans un territoire est une information qui appartient à personne, donc à tout le monde, donc que vous pouvez assurer. Dernier mécanisme, et je terminerai avant la conclusion là-dessus, de plus en plus, alors là on est quand même sur des grosses entreprises, hein, il faut faire quand même plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour pouvoir se permettre d'avoir des mécanismes comme ça, mais de plus en plus, tous nos clients industriels s'équipent en ce qu'on appelle captive d'assurance, de réassurance. Une captive d'assurance ou de réassurance, qu'importe, c'est quand une entreprise crée sa propre compagnie d'assurance pour conserver ses propres risques. Autrement dit, plutôt que de, en gros, être soumis via le bilan de votre holding à des risques qui peuvent vous arriver, et donc de subir au niveau de vos filiales, au niveau de votre holding, ces différents risques, l'idée c'est de créer un véhicule dédié, une compagnie d'assurance. C'est tout pareil qu'une vraie assurance, sauf qu'elle a le droit de prendre des risques que pour vous. Et en fait, l'idée, alors ça ne règle pas les problèmes, hein, les risques sont toujours là, c'est juste que juridiquement, ça permet de les piloter d'un point de vue charge, d'un point de vue comptabilité, d'une autre manière. Ça permet notamment d'aller assurer des choses qui sont inassurables sur le marché. Ça permet de repousser les limites, puisque comme c'est vous qui prenez une grande partie du risque, vous allez trouver des assureurs qui, dans ce cas-là, veulent bien vous accompagner. Ça permet en général, on dit, d'accroître la prévention, et surtout, ça donne une valeur au risque. Pour toutes les multinationales qui sont organisées sous forme de filières, il y a plein de fois où on ne connaît pas le coût du risque. Là, le fait de dire, je ne vais pas juste prendre le risque que ça arrive et ça me coûtera 10 millions, mais le fait de l'intégrer dans un mécanisme comme celui-ci donne une valeur de prime à chaque risque et pour chaque filiale, et permet du coup de le piloter. Tout ça pour dire que, oui, la situation, de toute façon, elle est pas si rigolote que ça, mais de toute façon, une fois qu'on a dit ça, on est là. Donc, il y a plein de choses qui existent. Objectivement, je pense que dans cette situation compliquée, il y aura aussi plein d'opportunités. Et donc, la différence entre ceux qui vont le subir et ceux qui vont le piloter, c'est ceux qui vont prendre les choses à bras-le-corps versus ceux qui vont le subir. Je le crois vraiment, dans un monde à peu près, je crois comprendre que c'est à peu près les prévisions à date sur lesquelles on est, dans un monde à 2,7 degrés de réchauffement, je crois vraiment que la résilience climatique et l'assurabilité, ils deviennent un facteur de la valeur immobilière au même titre que l'emplacement, la qualité, la locative, la quiétude de votre quartier, etc., etc. Ça veut dire que demain, bien vivre chez soi et avoir une assurance, ce sera une part intégrante de la valorisation de mon bien. Et pour ça, vous savez quoi faire, d'identifier, réduire et transférer. Merci beaucoup. Merci, Johan. Merci à tous. Je vous informe, on est arrivé au bout de cette conférence très intéressante. Donc s'adapter, et on retient que la valeur de l'immeuble, c'est aussi l'assurance. Je ne suis pas sûre que nos clients, en tout cas les miens, aient bien tout perçu sur ce sujet. Vous avez une séance de dédicace devant le grand auditorium, donc n'hésitez pas à y aller. On vous a présenté des bouquins ce matin et on se retrouve tout à l'heure. Merci.